Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier virage de l'info de ce 4 janvier. Le gouvernement au grand complet était réuni ce mercredi autour du chef de l'État pour le premier conseil des ministres de l'an 2023. Un gouvernement qui a réitéré sa ferme volonté d'œuvrer sans relâche aux côtés du président Alassane Ouattara à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il aura coûté 43 millions de francs CFA au conseil régional du Tchologo. Le nouveau pavillon pédiatrique de l'hôpital de Verkessé-Dougou a été inauguré vendredi dernier par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Il est doté d'une capacité de 26 lits modulables. Et puis en France, le gouvernement interdit la vente de paracétamol en ligne jusqu'au 31 janvier. La décision prend acte du fait que les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de 6 mois, précise l'arrêté paru ce mercredi au journal officiel. Merci de regarder RTI 1. C'était le premier conseil des ministres de l'année 2023, un conseil présidé ce mercredi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il était en partie consacré aux échanges de vœux entre le président de la République et le gouvernement. Awa Touré. Présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, le Conseil des ministres ce mercredi 4 janvier 2023, le premier de l'année, a été marqué par des échanges de vœux. Le Premier ministre Patrick Achi a, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, souhaité au chef de l'État, à son épouse et aux membres de sa famille une très belle, sainte et heureuse année 2023, avant de réitérer la détermination du gouvernement à continuer d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour particulier qui marque le premier Conseil des ministres de l'année 2023, je ressens avec l'ensemble des membres du gouvernement un grand honneur et une immense responsabilité. En effet, être collectivement présent autour de cette table, face à vous, pour participer avec votre confiance et sous votre direction aux avancées de notre nation est une mission qui nous anoblit et qui nous grandit, pour laquelle nous vous serons à jamais redevables et pour laquelle nous devrons aujourd'hui, comme demain, fournir encore plus d'efforts qu'hier. Nous prions Dieu afin qu'il continue de vous accorder sa grâce infinie et ses bénédictions, pour vous permettre de poursuivre avec toujours autant de détermination, de lucidité et de succès votre action de transformation et de modernisation de la Côte d'Ivoire. En effet, face au contexte mondial d'une grande exigence, perturbant partout les écosystèmes, sous votre autorité, nous avons su réagir en temps et en heure pour préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes, accompagner notre secteur privé et atténuer les effets de ces crises sur notre économie. Grâce au PSGouv 2, souhaité par votre Excellence, nous avons mis en pratique la Côte d'Ivoire solidaire, faisant toujours plus pour ceux qui ont moins. En retour, le président de la République a adressé ses meilleurs vœux pour l'année 2023 aux membres du gouvernement et les a encouragés à poursuivre les efforts déployés en 2022 par le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je me félicite tout particulièrement de l'engagement du gouvernement que vous venez de me renouveler à travailler sans relâche pour la réalisation d'une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif est de continuer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je vous encourage vivement à poursuivre les importants efforts déployés par le gouvernement en 2022 et qui ont donné des résultats remarquables. L'année 2023, comme je l'ai indiqué, sera consacrée à la jeunesse. Le dispositif de formation et d'employabilité des jeunes doit être renforcé pour plus de productivité à travers l'encadrement, la digitalisation, le financement des projets et l'accès au marché public. Nous devons en outre poursuivre les réformes pour garantir les progrès autour des grands axes
de notre programme d'action et accorder une attention particulière à la promotion de la bonne gouvernance et à la gestion rigoureuse des finances publiques. À cet égard, je me réjouis de l'élaboration du document bilan de l'action gouvernementale en 2022, ainsi qu'une feuille de route pour l'année 2023. Cette feuille de route qui identifie de façon précise les actions que chaque ministre doit mener tout au long de cette année pour atteindre les objectifs assignés doit être la boussole de tous. Elle constituera la base pour l'évaluation du travail gouvernemental et de l'action de chaque ministre. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez suggéré, de me rendre compte sur une base trimestrielle de l'état de la mise en œuvre de cette feuille de route. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs salué l'engagement du gouvernement à œuvrer au développement du pays avant de se féliciter des résultats obtenus par le gouvernement dans un contexte particulièrement difficile. Au terme des échanges de vœux, le Conseil des ministres a abordé des questions liées au paiement des bourses d'études. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme étaient également au cœur des échanges. D'autres points, comme le statut du consul honoraire de Côte d'Ivoire, étaient également inscrits à l'ordre du jour. On retrouve encore une fois Awa Touré. Après les échanges de vœux et revenant à l'ordre du jour de cette séance de travail, le Conseil a adopté le statut du consul honoraire de Côte d'Ivoire. Les consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire sont des personnes physiques de toute nationalité qui exercent à titre bénévole une mission générale d'appui à l'action diplomatique, culturelle et économique de notre pays à l'extérieur. Ils apportent notamment concours et assistance aux chefs de mission diplomatique, aux chefs de poste consulaire ainsi qu'aux Ivoiriens résidant ou de passage à l'étranger par leur expérience et leur connaissance du milieu. Ce décret détermine les conditions de nomination des consuls honoraires de l'État de Côte d'Ivoire ainsi que les modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le gouvernement a autorisé la création de la cellule nationale de traitement des informations financières. Le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières, en abrégé donc la CENTIF. La CENTIF est chargée, conformément aux recommandations du GAFI, le groupe d'action financière, d'améliorer la transparence dans la gestion économique et financière de l'État et du secteur privé en vue de contrer l'utilisation illicite de leur système financier à des fins criminelles. Et puis, au titre de l'enseignement supérieur, le Conseil a défini une procédure de paiement des bourses d'études et ses coûts financiers en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le paiement des bourses des étudiants inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur sur le territoire national, ainsi que celui des boursiers hors Côte d'Ivoire de tous les ordres d'enseignement s'effectue désormais par trimestre. Le paiement des bourses des élèves inscrits dans les établissements de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur le territoire national s'effectue désormais en un versement unique à la rentrée. Ce décret introduit en outre le paiement des bourses en Côte d'Ivoire par le mobile money, les transferts bancaires et le virement bancaire. Sur les questions liées à l'actualité, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la situation des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Il faut faire confiance au chef de l'État. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir donc des échanges avec les autorités
malienne. Vous-même, vous annoncez que le président Faure y est actuellement. Nous savons que le président Faure est le médiateur, justement, sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là. Le chef de l'État s'est montré optimiste. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fasse confiance au chef de l'État et garde le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice. Ici, même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice à l'étranger. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 11 janvier 2023 au Palais de la Présidence de la République au Plateau. Je vous le disais il y a quelques instants en ouverture d'édition, le Conseil régional du Tchologo vient d'équiper l'hôpital général de Ferkessé-Dougou. Son président, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, a offert un pavillon pédiatrique moderne d'une valeur de 43 millions de francs CFA. Objectif, favoriser une prise en charge efficace et urgente pédiatrique. Un reportage de Kader Sogodogo. L'hôpital général de Ferkessé-Dougou bénéficie d'un pavillon pédiatrique. Ce pavillon, dont le coût est estimé à environ 50 millions de francs CFA, est offert par le Conseil régional du Tchologo, avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, qui fait de la santé une priorité. D'une capacité de 16 lits et entièrement équipée, cette infrastructure sanitaire permettra, selon le directeur de l'hôpital général, de réduire considérablement le taux de mortalité infantile et va favoriser une prise en charge efficace de l'urgence pédiatrique. Dr Kwame Ndri rassure quant à la bonne utilisation de cette infrastructure. Nos usagers étaient dans des commodités peu recommandables et surtout la capacité d'accueil de notre structure sanitaire était totalement dépassée. Parce que grâce à cet outil, désormais, cette angoisse de prendre en charge correctement nos enfants, de prendre en charge correctement nos usagers est vraiment un vieux souvenir. Lors de la cérémonie d'inauguration et de remise des clés du pavillon pédiatrique, s'exprimant quant aux motivations du geste, le représentant du président du conseil régional a réaffirmé l'engagement du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, de toujours œuvrer pour le bien-être sanitaire des populations. Pour répondre, je dirais, aux préoccupations des populations, le conseil régional donc a bien voulu faire diligence en construisant et en équipant ce pavillon-là, à l'effet donc de permettre aux populations de vivre donc dans de bonnes conditions. Cela donc entre donc dans la vision du président de la République, qui veut que nous soyons solidaires avec toutes les couches, je dirais, de la population ivoirienne, notamment les plus défavorisés. En plus du don du pavillon pédiatrique, les parturientes et les nouveau-nés ont reçu des dons de vivres et non-vivres du conseil régional. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la fête du Nouvel An. On continue de parler de santé avec cette fois-ci le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 4 janvier 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 330 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 3 guéris et 1 décès. À la date du 4 janvier, la Côte d'Ivoire compte donc 87 949 cas confirmés, dont 87 106 personnes guéries, 832 décès et 12 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 664 665. Le 3 janvier, 3 636 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 164 721 doses du 1er mars 2021 au 3 janvier 2023. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire.
Dans le village de Wahin, dans l'Ayebi Tiassa, le président du conseil régional a échangé avec les femmes. Le ministre de la Santé, le docteur Pierre Demba, a aussi inauguré une usine de fabrique d'attiqués réalisée à hauteur de 26 millions de francs CFA. Elle vient renforcer l'autonomisation des femmes du canton d'Abévé à Agboville. Le reportage de Sephora Zegui. Wahin, à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Agboville. Village en quête de développement. L'activité phare des femmes ici, c'est la fabrication et la commercialisation de l'attiqué. Un mets prisé par les populations ivoiriennes. Françoise fabrique de l'attiqué depuis près de 10 ans. Même si elle aime son métier, elle le pratique avec beaucoup de difficultés. On prépare l'attiqué sur la fumée là. On tombe malade, on va à l'hôpital. L'argent qu'on gagne là, tout ça rend des médicaments là. À Wahin, plus de la moitié des femmes fabriquent et commercialisent l'attiqué. Elles rencontrent toutes le même problème, la pénibilité du processus de fabrication. C'est difficile de préparer l'attiqué ici. Surtout quand il y a soleil, que tu prépares sur le bois, là, tu vois que ton sang diminue. Florentine est dans cette activité depuis 20 ans. C'est grâce à l'attiqué qu'elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Par exemple, je peux faire attiqué de manioc de 50 000 et puis ça finit, je peux avoir 30 000 ou 40 000 francs de bénéfice. Avec la vente de l'attiqué, j'arrive à tenir mon foyer. Le business de l'attiqué est très rentable, mais mérite d'être modernisé. Et le conseil régional de l'Agnébitiassa l'a bien compris. Une unité de fabrication d'attiqué est offerte aux femmes de ce village afin de réduire la pénibilité de leur commerce et garantir leur santé. On n'a même pas de problème. On finit de faire l'attiqué, c'est la machine qui fait tout pour nous. La machine presse l'attiqué, la machine fait tout. Et c'est la machine même qui prépare l'attiqué. Et on a laissé pour tourner seulement puis enlever. Pierre Demba, le président du conseil régional de l'Agnébitiassa, est venu lui-même livrer l'infrastructure d'une valeur de 25 millions de francs CFA aux femmes de Wahin. Pour le moment, nous avons 6 usines qui sont en construction. On a inauguré les Liblé à Tarab, au Mont à Sikensi, ici à Wahin. Nous avons l'usine de Grand Yapo et l'usine de Grand Moré qui seront bientôt inaugurées, sans compter Morocco qui est en chantier. L'objectif, c'est vraiment créer des opportunités d'affaires pour nos mamans. Leur permettre donc d'avoir des activités générales, mais surtout relativiser la pénibilité des tâches. C'est pour cela que nous sommes engagés. Côté de nous, il faut beaucoup. Il faut assurer ces projets majeurs pour les femmes. Pierre Demba veut, à travers ses infrastructures, moderniser les activités génératrices de revenus. Il promet accompagner les jeunes et les femmes de sa région dans le financement de projets à fort potentiel. Le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire continue de tisser sa toile à travers tout le pays. Il vient d'installer son délégué de la région de la Bagoué. Son directeur général Ibrahim Diaby a demandé aux jeunes de contribuer efficacement au développement du secteur. On en parle avec Kader Sogodogo. Moussa Traoré, transporteur de la Bagoué, est désormais le délégué du Haut Conseil des transporteurs dans cette région. Il a été officiellement installé et promet de servir les intérêts de sa corporation et d'être en phase avec la législation du secteur. Notre rôle aujourd'hui, c'est de faire tous les transporteurs un seul, que le gouvernement nous aide et nous aussi, à notre retour, on aide le gouvernement pour tout le développement que nous, on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Présent à cette cérémonie d'installation, le directeur général du Haut Conseil des transporteurs est revenu sur les efforts du gouvernement pour le rayonnement des transports en Côte d'Ivoire. Il invite la Bagoué à épouser des valeurs nobles. Il ne s'agit plus d'avoir ici un camp, 2 camps, 3 camps. Ça c'est terminé. Il s'agit aujourd'hui pour les enfants des Boudaniques de travailler ensemble. Nous voulons aujourd'hui un rassemblement des Ivoiriens pour défendre les intérêts des transporteurs de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons à nos parents ici présents de nous aider dans ce sens. Dans la Bagoué, le secteur des transports est l'affaire de nombreux jeunes, autour de 70%. Ibrahim Diaby les a invités à être des modèles.
Être une femme musulmane et financièrement indépendante à travers l'entrepreneuriat, c'est chose possible. C'est ce que tente de démontrer l'Association des femmes tidjanites de Côte d'Ivoire. Elles se sont retrouvées récemment à Abidjan à travers une vitrine pour montrer leurs produits aux visiteurs. On en parle avec Afisiata Karamoko Dosso. Aider et permettre à la femme musulmane d'être financièrement indépendante à travers l'entrepreneuriat, c'est tout le sens de cette rencontre organisée par l'AFEMSI, l'Association des femmes musulmanes tidjanites de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, hommes de Dieu et fidèles, après avoir partagé leurs expériences, ont encouragé cette initiative de l'AFEMSI. Les gens ont tendance à penser que l'islam a chosifié la femme, l'islam a dénigré la femme. Donc en prenant ce genre d'initiative, ça montre d'abord que l'islam même a accordé une place de choix à la femme et la femme a sa décision à prendre dans la société, dans la religion et dans tout ce que nous faisons. Il s'agit pour chaque femme de voir dans quel domaine elle peut s'engager, de fait de ne pas abandonner non plus sa famille. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut choisir ce qu'on fait et nos choix sont personnalisés. Les femmes représentent la moitié de ce pays-là et pour que la Côte d'Ivoire aspire à un développement durable, il faut vraiment que les femmes participent à ce développement-là. Cette rencontre de partage d'expériences, une opportunité pour les entrepreneurs de proposer au public leurs différents produits. Nous vendons des livres islamiques. C'est imprégné des valeurs islamiques aussi importantes. Ici, nous avons les Corans, nous avons des hadiths qui nous enseignent comment pratiquer notre religion ici aussi, pouvoir nous rapprocher encore plus de notre Créateur là. Débutée le 22 décembre dernier, la rencontre d'idées et d'expositions de l'Association des femmes musulmanes tidjanites de Côte d'Ivoire a pris fin le 28 décembre 2022. L'Association des femmes musulmanes tidjanites entend mener plus d'actions en faveur des femmes musulmanes afin de leur permettre d'être plus autonomes et plus responsables. On parle maintenant de cohésion sociale. Le nouveau chef du village de Tiémé vient d'être installé dans ses fonctions. Une installation en présence des élus, des cadres et des responsables administratifs de la région. La maison de la chefferie traditionnelle de Tiémé a également été inaugurée. Le commentaire de Franck Quadio. Eladja Daouda est le nouveau chef du village de Tiémé. Depuis plusieurs mois déjà, la chaise du chef attendait son occupant. Et cette journée sonne comme un jour de fête pour les populations au moment de l'officialisation de l'acte administratif. Parce qu'une seule pensée, c'est une seule pensée. Alors que si vous êtes beaucoup, quand vous ajoutez les pensées, vous allez réussir. Donc je compte gouverner avec tout le monde. Tiémé a désormais son guide, un pont entre population et administration, d'où la pertinence de l'instant, et cela est relevé. Très important pour la cohésion de la population. Et le chef peut nous guider, peut guider les politiques, aller dans l'apaisement, dans la cohésion. Pour renforcer donc le pouvoir central à Tiémé, un outil de gouvernance à son sens, la maison de la chefferie traditionnelle est alors inaugurée en présence d'élus, de cadres et de personnalités telles le ministre de l'Emploi, le maire de Gbéléban et le président de la mutuelle du développement de Tiémé. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que les appels que je lance tous les jours partout, c'est vraiment l'union, la fraternité et une participation effective de l'ensemble des fils et des filles au développement du district. De mettre à disposition un local, le siège de la chefferie, où le chef peut rencontrer les autres chefs de village pour harmoniser leurs points de vue au niveau du développement et aussi recevoir les autorités qui sont de passage. Donc je ne fais qu'imiter ce que le président a fait en créant une chambre des chefs, des rois et chefs traditionnels avec un siège à Yamoussoukro. Notons-le, cette maison de la chefferie de Tiémé est un don du général Diarasouba Bakari. On poursuit ce journal avec une note musicale. Le 29 décembre dernier, la chanteuse et interprète Roselyne Layo a mis tout son monde d'accord. Dans une salle archi-comble, elle a fait vibrer ses nombreux fans. Un test grandeur nature réussi haut les mains le jour de son anniversaire. Serge Pacom Didi, Godefroy Kambawa. Une salle mythique,
Transformée pour la circonstance pour le tout premier grand concert de Roselyne Layo, jeune étoile montante de la musique ivoirienne. Un concert événement que personne ne voulait se faire compter. Roselyne Layo, elle fait de très belles choses. Voilà pourquoi celui-là. C'est une star qu'il faut voir de près. On la voit souvent comme ça sur les réseaux sociaux. On aimerait bien voir ce qu'elle donne comme prestation. Elle est talentueuse et c'est seul le travail qui paye. Il fallait venir, il fallait soutenir une petite sœur. Une salle avérée exiguë pour contenir ces nombreux mélomanes, tous acquis à la cause de cette voix, venue du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse ce qu'il a commencé là, qu'il continue, que sa carrière aille encore plus loin, plus loin, plus loin, que le monde entier puisse la connaître. Chanteuse à voix, Roselyne Layo fait montre de ses grandes capacités vocales sur une diversité de rythmes musicaux traditionnels et urbains. Roselyne a du potentiel. En témoigne cette salle pleine. Elle allie à la fois la voix, les mélodies et surtout le spectacle. Au premier loge, des personnalités bien connues, dont la ministre d'État, Kandia Kamara, Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs et le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé. Un concert riche en couleurs et en émotions qui n'a fait que confirmer tout le bien qu'on dit de Roselyne Layo. Elle donne encore rendez-vous à ses fans et aux mélomanes le 7 janvier 2023 au Palais de la Culture de Treichville pour un autre récital. Musique du jour. Après plusieurs années passées aux États-Unis, l'artiste Ramsès de Kimon est de retour en Côte d'Ivoire. Une réapparition marquée par un concert au Palais de la Culture de Treichville. Et pour saluer son mérite, il a été fait chevalier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Une décoration remise par la ministre Françoise Remarque. Un reportage de Serge Pakomdidi commenté par Godefroy Kambawa. Après un moment d'absence, hors de la scène, l'artiste ivoirien Ramsès de Kimon renoue avec les mélomanes. Un concert pour marquer le retour sur scène de l'artiste qui vit depuis plusieurs années aux États-Unis. C'est une manière de confirmer ce que j'ai commencé depuis et puis de continuer. Ce concert-là vient pour réconcilier les générations. Voilà, les générations des années 80 et celles des années 90. En quoi ont-elles? Sur scène, Ramsès de Kimon égrène des titres de son répertoire. Grande communion avec le public, dont les parents de l'artiste venus du village de Lokaté, situé à environ 20 km de Benjerville. Ce concert a réuni des anciens membres de l'orchestre de l'université d'Abidjan. C'est des retrouvailles, c'est des souvenirs qui reviennent à l'esprit après de longues années de séparation. Kimon est en train de séduire tout le monde et je ne m'attendais pas à moins que ça de lui. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, décore au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, Ramsès de Kimon au rang de chevalier dans l'ordre du mérite culturel. L'année dernière, il a été décoré, mais il était absent du pays. Donc cette année, il revient pour qu'officiellement cette distinction soit, célébrée. Il a fait la fierté de notre culture et particulièrement de la musique. Il prône aussi des valeurs qui sont chères au chef de l'État, des valeurs autour de la paix, autour de l'union. Le pharaon de la lagune ébriée, comme on aime bien l'appeler, a démontré qu'il a encore du talent. L'homme décide de prendre sa place dans l'univers de la musique reggae en Côte d'Ivoire.
Et de la musique à la culture, il n'y a qu'un seul pas. On s'intéresse maintenant à la 8e édition du Festi Ponvogo qui s'est tenue le 26, 27 et 28 décembre dernier. Dans le département de Korogo, au moins 15 villages ont répondu à l'appel de la Fondation Tchépé en collaboration avec une mutuelle pour le développement du village de Ponvogo. Il s'agissait en toile de fond de promouvoir la richesse du patrimoine culturel sénofo. Le commentaire de Didier Nguessan. Des pas de danse exécutés au rythme des sonorités du balafon, instrument musical du terroir sénoufo classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Nous sommes à la 8e édition du Festi Ponvogo au village de Ponvogo dans le département de Korogo. Ce rendez-vous met en lumière la culture sénoufo dans toute sa dimension. Plus de 10 000 festivaliers réunis durant 3 jours autour du patrimoine culturel du Poro. L'une des innovations majeures de cette édition, le partage d'expériences entre les élèves de l'INSAC et les balafonistes traditionnels de Ponvogo. Le Festi Ponvogo, c'est également des actions de formation et de sensibilisation. Avec l'appui de l'UNICEF, les jeunes filles du village sont instruites sur la précarité menstruelle et l'utilisation des serviettes hygiéniques. À l'instar des jeunes filles, les femmes agricultrices sont au cœur du festival. L'Agence nationale de développement rural a initié une visite au sein de leur jardin potager. Objectif, leur transmettre les rudiments modernes de la culture du maraîcher. Elles ont d'ailleurs bénéficié de kits agricoles pour le développement de leurs activités. Autant de facteurs qui auront permis de faire de la 8e édition du Festi Ponvogo un succès. Et nous pouvons l'affirmer haut et fort que c'est l'édition de la maturité. Aussi alléchant par son programme et par son authenticité. Nous avons réussi à réunir une vingtaine de villages. Donc globalement, nous pouvons dire que cette édition s'est très bien passée et nous en sommes fiers. Je ne peux que souhaiter longue vie à ce festival et souhaiter que ce partenariat entre le festival Festi Ponvogo et l'INSAC vive très longtemps pour le bonheur de nos étudiants. Plusieurs acteurs engagés dans la promotion de la culture sénoufo ont été distingués au cours du festival. La prochaine édition est prévue pour décembre 2023. Dans l'actualité hors de chez nous en France, le gouvernement a interdit ce mercredi 4 janvier et ce jusqu'à la fin du mois la vente en ligne de produits à base de paracétamol, une suspension qui intervient dans un contexte persistant de difficultés d'approvisionnement de ce médicament. La décision gouvernementale apparaît dans un arrêté paru au journal officiel. L'exécutif prend acte du fait que les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de 6 mois, en particulier pour les formes destinées aux enfants. Ce journal est terminé. Demain, 6h30, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans Matin Bonheur avec Naomi Alafé. Bonsoir.